Espace TV, le 22h. « 28 décembre 2019, c'est la date annoncée par Maître Salif Kébé pour la tenue des législatives. Il n'en fallait pas plus pour que les commissaires issus des rangs de l'opposition expriment leur refus d'être associés à cette date. Déclaration à suivre dans ce journal. Et pendant ce temps, le Premier ministre, lui, poursuit ses consultations. Dr Kassori Fofana a reçu ce lundi la mouvance présidentielle. Les détails de cette rencontre, c'est dans un court instant. Les victimes du massacre de Womé dans la région de Zérekoré attendent toujours réparation 5 ans après la commission de ce crime. Les blessures sont encore fraîches. Bienvenue donc à toutes et à tous, vous qui nous suivez à Conakry, à l'intérieur du pays, à l'étranger et sur notre application. Merci de nous préférer sur Espace TV. Nous ouvrons le bal par la Commission électorale nationale indépendante qui entend organiser les législatives le 28 décembre 2019. Maître Salif Kébé a rendu public cette date dans un contexte marqué par une crise profonde entre les différentes parties prenantes au processus électoral. Le président de l'organe de gestion des élections dit être sûr du respect de cette date en dépit des contestations de l'opposition guinéenne. Reportage, Mamadou Saliouba, Alseni Kamara. Le président de la CENI est arrivé à la primature à 12h20. Quelques minutes d'entretien avec le Premier ministre, Maître Salifou Kébé ressort de la salle de conférence de la primature et annonce une date, celle de la tenue des élections législatives. La date que nous avons pu trouver au niveau de la plénière de la CENI est le 28 décembre 2019. Les commissaires issus de l'opposition qui ont estimé qu'il est impossible de tenir des élections libres et transparentes en à peine 3 mois n'ont pas eu le choix. Ils auraient été laminés et le président de la CENI de rappeler qu'il n'a pas besoin de recruter un opérateur technique international. Il y a un opérateur, un cabinet d'ingénierie informatique qui a été sélectionné pour nous fournir le logiciel et les logiciels de protection. Celui-là va peut-être sélectionner parmi les opérateurs sur place, les opérateurs locaux, comme les opérateurs internationaux le faisaient. Il va recruter sur la place publique et nous le dire. Cet opérateur local va avoir quoi comme rôle? Il va recruter les agents de saisie, les former et les déployer sur le terrain. Mais même la remontée des données n'est pas confiée à l'opérateur local. Autre point que veut éclaircir Maître Salifou Kébé est celui relatif à l'assainissement du fichier électoral. L'opposition pense qu'il est impossible de le réviser d'ici la fin de l'année, mais Maître Salifou Kébé aime rassurer. L'essentiel de nos travaux ont été de mettre en œuvre les 77 recommandations de l'audit du fichier. Et même les machines qui ont été commandées en fonction de ces recommandations. Les serveurs qui ont été livrés à la Guinée l'ont été dans ce cadre-là. Toute notre démarche est d'assainir le fichier le plus complètement possible et nous pensons que cela est possible. Le président de la CENI pense pouvoir assainir le fichier électoral en seulement 45 jours. Il précise que tous les éléments sont presque réunis pour que les élections puissent se tenir. Reste à savoir si la date sera respectée. L'opposition crie déjà la fraude. La présidentielle prévue en 2020 s'annonce compliquée. Et il n'en fallait pas plus pour que les premières dissensions naissent au sein de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Les commissaires issus des rangs de l'opposition n'entendent pas s'associer à la date du 28 septembre annoncée par le président pour la tenue des législatives. Ils ont exprimé leur désapprobation et ne comptent pas, en dépit de tout, quitter la CENI. Pour eux, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un acte unilatéral pris par un groupe de commissaires. Antoine Kourman a rencontré Alassane Makanera Kake, un des commissaires en colère. On suit son reportage. Ils sont au nombre de 7 commissaires, tous issus des rangs de l'opposition. Ils jugent la date proposée par Salif Kébé d'irréaliste et d'irréalisable. C'est nous qui avons dit, pour faire une bonne élection, il faut 235 jours. Si nous revenons devant vous encore, on vous dit on peut le faire moins 100 jours, c'est qu'il y a problème.
Pour ce commissaire chargé des questions juridiques, la CENI n'a pas été franche avec le chef du gouvernement. Un groupe piloté par Salif Kébé, le président, aurait fait un travail parallèle pour aboutir à ce résultat. Le dernier travail qui a été réalisé en commission, c'est-à-dire entre commissaires et assistants, on était en mars. Maintenant, il y a une autre équipe qui travaille, qui sort un délai. Personnellement, je ne connais pas. Mais c'est que nous, le délai qui a été arrêté, c'était telle date et on s'est retrouvés. On nous a montré un délai de 28 qui violait vraiment tous les délais légaux. Moi, je ne suis pas prêt. Malgré leur opposition à la date du 28 décembre 2019, Alassane Makanera et ses collègues ne comptent pas quitter la CENI, encore moins suspendre leur participation aux travaux liés au processus. On ne suspend pas, on n'a pas décidé de suspendre. Nous sommes venus pour organiser pour vous une élection crédible. Et nous ne croyons pas qu'on pourrait le faire le temps qui nous a été imparti. Maintenant, si on arrive à le faire, c'est pas grave. Mais si on ne le fait pas, le peuple ne va pas nous condamner. Le vendredi dernier, une bagarre a éclaté entre commissaires de la CENI autour de ce chronogramme. Salif Kébé est accusé de travailler avec une équipe parallèle à la Villa 33 de Kaloum, loin des regards de ceux qui pourraient empêcher ses plans. Comment est-ce possible de s'opposer à un chronogramme d'élection et participer aux travaux pour sa réalisation? Beaucoup s'interrogent sur l'attitude de ces commissaires de la CENI. Sur la question de la révision des listes électorales, le commissaire chargé des questions juridiques à la CENI indique que le processus est biaisé. Une révision exceptionnelle n'est pas nécessaire selon lui. Il demande de respecter le délai des 82 jours. On l'écoute à nouveau. Il est au micro d'Antoine Kouroma. Si vous prenez l'article 17 du Code électoral, l'article 17 dit que la révision est annuelle et elle commence la liste électorale le 1er octobre jusqu'au 31 décembre, chaque année. Normalement, si je me mets dans ma peau de juriste, on ne doit pas faire une révision exceptionnelle à l'heure là, parce qu'on est dans la période normale de révision. Donc, la révision devait faire déjà 90 jours. C'est ce que la loi dit. Mais, on a utilisé l'article 18 qui dit, si la révision est exceptionnelle, le président de la CENI peut fixer, il fixe la date d'ouverture et de fermeture de la révision dans les délais raisonnables. On ne peut pas aller d'abord à la dérogation, aux exceptions, s'il y a la possibilité de respecter ce qui est normal. Au même moment, les consultations engagées par le Premier ministre se poursuivent. Ce lundi, au Palais de la Colombe, Dr Kasseri Fofana a accueilli la mouvance présidentielle. Cette dernière a émis le souhait de voir se tenir les législatives cette année tout en saluant les consultations sur l'avènement d'une nouvelle constitution en Guinée. Sans surprise, le RPG Arc-en-Ciel soutient mordicus qu'aucune constitution n'est statique. On écoute le secrétaire général de la mouvance présidentielle au micro de Mamadou Seliouba et d'Alseni Kamara. Nous savons que la constitution que nous avons sous les aisselles actuellement, c'est une constitution de consensus, issue des régimes d'exception. Donc notre objectif, c'est de chercher à mettre en place une nouvelle constitution, l'enrichir, chercher à faire des innovations dans le grand bonheur, pour le grand bonheur du peuple de Guinée. C'était donc Saloum Cissé du RPG Arc-en-Ciel. De l'autre côté, l'on affûte ses armes. Réunion stratégique des partis de l'opposition guinéenne ce lundi au QG de l'UFR. Autour de Sidia Touré, ils ont échangé sur les actions à entreprendre dans la défense de la constitution actuelle et la transparence lors des prochaines échéances électorales. Malik Sangiana Kamara, Abdoulaye Kamara. La consultation entamée par le Premier ministre pour l'adoption d'une nouvelle constitution risque de diviser l'opposition républicaine. Alors que les petits partis sont prêts à prendre part au débat, les grands partis, eux, pensent que c'est une manière pour le président de la République de se maintenir au pouvoir. Les partis sont libres de faire ce qu'ils veulent.
Et nous considérons que la consultation de M. Kassouri pour cette question de troisième mandat n'a pas de sens. Réunis au sein du Front National pour la défense de la Constitution, l'UFDG dit avoir exprimé clairement sa position dans un courrier adressé au Premier ministre. L'instrument qu'on a pour lutter pour la défense de cette Constitution a écrit clairement au Premier ministre en disant les partis membres du Front National pour la défense de la Constitution ne participent pas. Nous n'avons rien à voir avec M. Kassouri. Autre sujet brûlant, l'organisation des élections législatives d'ici la fin de cette année. La CENI a dévoilé ce lundi la date de ce scrutin national qui devrait se tenir le 28 décembre prochain. Un calendrier qui est déjà contesté par l'UFR. Nos représentants à la CENI, disons, qui sont nos commissaires, ont décidé qu'ils ne pourront pas adhérer à ce chronogramme qu'on veut déposer à la primature pour le 28 décembre, s'il vous plaît, entre les fêtes de Noël et les fêtes de Nouvel An. C'est une plaisanterie. Nous ne l'accepterons pas parce que ce n'est pas des élections. Vous comptez faire quoi? Est-ce que vous allez demander à vos représentants à la CENI et dans les démembrements d'arrêter toute activité? Nous allons le faire si cela perdure, et ça va perdurer parce que je sais qu'ils n'ont pas d'autre solution qui consiste à faire en sorte qu'Alpha Condé reste au pouvoir. La division de l'opposition républicaine et la dislocation ou l'affaiblissement du FNDC sur cette question des consultations nationales étaient bien prévisibles. Les agendas et ambitions ne sont pas les mêmes. Comme annoncé par Malick Sanguena Camara dans cet élément, il y a des fissures dans les rangs du FNDC, ce Front National de Défense de la Constitution. 2 membres de ce front, à savoir le RRD et l'UMP, ont décidé d'aller aux consultations engagées par le Premier ministre au nom, disent-ils, du respect de la Constitution. Les 2 partis entendent bien participer au débat en cours et donner leur position sur le projet de la réforme constitutionnelle et la question électorale. Les explications sont signées Mohamed Damaro Camara, Malick Sanguena Camara. À l'unanimité, les partis politiques de l'opposition regroupés sous la bannière du FNDC s'étaient refusés de toute participation aux consultations politiques instruites par Alpha Condé. 2 partis, le RRD et l'UMP, se sont désolidarisés de cette décision et disent eux être prêts à aller aux discussions avec le Premier ministre Kassory Fofana, qui entretient depuis maintenant une semaine les acteurs politiques et de la société civile sur ce projet controversé de réforme de la Constitution. En ce qui concerne le parti RRD, nous allons non seulement participer aux élections qui seront organisées en Guinée, mais aussi nous allons participer au dialogue conformément à la Constitution. L'UMP, à travers l'Assemblée générale qui a eu lieu hier samedi, la direction du parti a instruit le président de participer aux concertations pour poser un certain nombre de problèmes. Le choix d'aller à ces consultations pour le RRD et l'UMP ne signifie pas qu'ils quittent les rangs du FNDC. Les 2 partis, à leur dire, veulent rester respectueux de cette même constitution qui confère au Premier ministre le droit de mener ces consultations. Les concertations, c'est un instrument constitutionnel qui est prévu par la Constitution actuelle, d'aller à une concertation pour des questions d'intérêt national. Les partis politiques de l'opposition, membres du Front, ont pourtant toujours parlé d'une même voix. Cette déroute, si elle est entretenue, pourrait entamer la dynamique de l'initiative du FNDC. Changeons à présent de registre avec de nouveaux avocats qui viennent de prêter serment ce lundi à la Cour d'appel de Conakry. Après un premier report lundi dernier, les 10 nouveaux avocats admis au concours d'admission d'accès à la profession ont finalement juré d'exercer leur profession conformément à la loi. C'était à la Cour d'appel de Conakry et ça s'est passé devant Algassimou Yeliba Abakadine Camara. Ces 10 avocats ont prêté serment devant le premier président de la Cour d'appel de Conakry. À tour de rôle, chacun d'entre eux a juré de respecter les lois qui régissent la profession. Ils ont été admis à l'issue d'un concours d'accès à la profession d'avocat. Leur admission a été contestée par certains avocats du barreau de Guinée. Malgré tout, le juge trouve qu'ils sont admissibles. Le bâtonnier n'a pas pris part à la cérémonie. Il a été remplacé par un huissier de justice. Ça s'est très bien passé parce qu'à l'absence du bâtonnier, de l'ordre des avocats, le parquet, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, a requis les services d'un huissier qui a présenté les récipiendaires et qui ont prêté serment conformément à la loi.
Leur moyenne au concours varie entre 11 et 12 sur 20 selon cet avocat, alors que le barreau demande plus. Vous vous rappelez que c'est en exécution d'un arrêt que nos clients devraient prêter serment depuis le lundi passé. Et le Conseil de l'ordre avait estimé qu'il a exercé un recours et que cette prestation ne pouvait pas avoir lieu. Alors, puisque les conditions du recours n'étaient pas réunies, finalement, la Cour a jugé nécessaire de leur prêter serment aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée devant les membres de famille de ces nouveaux avocats qui sont une fierté pour leurs parents. L'université, il se bat, c'est un rêve pour lui de devenir un grand homme de ce pays dans ce domaine, c'est-à-dire dans le domaine judiciaire. Donc je ne peux que remercier le bon Dieu de tout ce qu'il a fait pour lui et je suis très content. Je suis très content de lui et je suis fier. La prochaine étape consiste à inscrire ces nouveaux avocats au tableau de l'Ordre des avocats de Guinée afin qu'ils commencent à exercer leur profession. Restons dans les rouages de la cour d'appel pour parler de cette nouvelle vindicte populaire à Conakry. Un homme qui aurait été pris en pleine commission d'adultère avec une femme mariée enceinte. L'amant a été filmé tout nu, lynché et humilié en public. Sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on aperçoit une foule hostile qui le violente. Les faits se sont passés à Wanidara, dans la commune de Ratoma. Maître David Biavogué, avocat à la cour, s'est prononcé sur cette actualité ce lundi. Je vous propose de l'écouter au micro d'Algassimou Yaliba. Bakadine Kamara. Moi, je dirais que l'adultère, d'abord, en soi, n'est pas une infraction à la loi pénale. Et même si l'adultère était une infraction à la loi pénale, il ne revient pas à la victime de se rendre justice. Nous sommes dans un état de droit. Il faut qu'on apprenne à avoir confiance aux autorités et que, lorsqu'on est victime, qu'on s'oriente vers ces autorités, la sanction qui est prévue soit vraiment infligée à l'auteur de l'infraction. Donc, en le déshabillant, en captant ces images et en les publiant sur les réseaux sociaux, je pense qu'eux-mêmes, ils ont commis une infraction à la loi pénale qui doit être réprimée. Sur un tout autre plan, ouverture ce lundi d'un atelier de formation sur la couverture médiatique du procès du 28 septembre. Ils sont 20 journalistes à participer à cette formation dans le but d'informer la population sur le traitement de l'information du procès et donc de ce crime odieux dont les plaies sont encore très fraîches. Mohamed Valek Touré, Djibril Kaba Kamara. Ces journalistes apprennent à couvrir le procès du 28 septembre. La date des audiences n'est pas connue, mais les associations de défense des droits de l'homme veulent prendre les devants. Pour l'organisation, les hommes de médias doivent être mieux préparés. C'est les journalistes qui vont pouvoir donner l'information correcte à la population guinéenne. Et en plus de cela, on aimerait que les journalistes guinéens soient vraiment à la hauteur. Ce ne serait pas seulement le 28 septembre, il y aura peut-être d'autres procès aussi. Cela fait 10 ans qu'a eu lieu le massacre du stade de Conakry. Depuis, les victimes n'ont toujours pas obtenu justice. Les fonds pour la tenue du procès ont été annoncés et depuis, on attend. Ce sont des compétences et des connaissances qui vont aider ces journalistes-là à contribuer à une meilleure couverture des questions sensibles en Guinée dans le contexte actuel. Les hommes de médias associés estiment qu'à travers cette formation, ils seront capables, comme toujours, de relayer des informations dans l'éthique et la déontologie du métier. Ils promettent d'être équitables et justes dans le traitement des informations pour permettre aux populations de connaître l'évolution des choses en ce qui concerne le procès. Il ne s'agit pas d'aller recueillir les informations, il faut savoir utiliser le jargon qui s'y est. Donc l'objectif, c'est d'outiller les journalistes à être partiaux, à être justes, à être équitables dans le traitement de l'information liée au procès ou liée à la couverture du procès du 28 septembre. Les victimes, comment les aborder, comment choisir les angles de traitement. Donc tout ça fait partie justement de cette formation. Aujourd'hui, il y a l'intention de nous qui sommes hommes de médias. Le point sur le développement judiciaire a été aussi évoqué par les participants au cours de la formation. Les organisations des droits de l'homme considèrent que ce serait une erreur de sacrifier le sort des victimes sous un quelconque prétexte.
Voilà maintenant 5 ans, jour pour jour, que le massacre de Womé en Zéro-Corée a eu lieu. 9 personnes y ont péri, partis sensibiliser les populations de la localité sur la fièvre hémorragique Ebola. Ces derniers ont été lynchés à mort. 5 ans après, malgré la condamnation des auteurs, les victimes n'ont toujours pas obtenu réparation. Abdraman Ba, El Haj Aliouba. 5 ans après le massacre de Womé, ce rescapé se souvient de cette mission de sensibilisation qui a tourné au carnage. On ne cherchait plus à savoir est-ce que tel s'est embarqué, tel ne s'est pas embarqué. Tu as ton véhicule, les passagers de ton véhicule sont là, tu détalles. C'est comme ça que nous sommes arrivés jusqu'à Wiki. C'est là-bas où tout le monde, tous les véhicules sont venus garer. Ceux qui étaient blessés, et au fur et à mesure les gens venaient, nous nous sommes regroupés là. C'est à partir de là où nous avons compris que il y a des gens qui ne sont pas en vue, au nombre de 7. Peut-on l'appeler miraculé? C'est en tout cas de peu qu'il a échappé à la colère de cette foule. Un acte que condamne cet avocat qui impute la responsabilité aux dirigeants d'antan. Mais une fois encore, par la faute des autorités. Parce que je me rappelle très bien, le premier imam de Conakry avait déclaré que s'il était à la place du chef de l'État, il allait limoger et le gouverneur des Zéro-Corée et le préfet, parce que c'est eux qui n'avaient pas pris leurs responsabilités. Quant à cet ancien consultant en communication de l'OMS, il n'a pas été facile pour lui de surmonter cette épreuve. Même si ça m'a traumatisé, mais j'ai su au moins supporter le coup. Le reste, j'ai mis dans les prières. Je pense que c'est ça. J'ai mis dans les prières, c'est ce qui m'a permis de supporter le coup. Depuis que cet acte a été commis, les coupables ont été condamnés, mais les victimes sont laissées pour compte. Aucune victime, jusqu'au moment où je vous parle, n'a obtenu une quelconque réparation. Pour ne plus que de tels actes se produisent en Guinée, ce rescapé souhaite que ce 16 septembre soit une journée de commémoration et de prière pour les victimes. Une pensée donc pour les victimes de Womé. Souvenons-nous aussi, le 28 février dernier, un camion remorque chargé de ciment a fini sa course dans une concession à Yataya-Fossidé. 6 personnes ont été tuées, de nombreux blessés enregistrés. Où en sommes-nous dans les enquêtes ouvertes à cet effet? Dans quelle situation se trouvent les proches des victimes? Mamadou Kalisso, Abdoulaye Kamara tente d'apporter des réponses à ces questions. 6 mois après ce tragique accident de la circulation, qui avait fait 6 morts, des blessés et d'importants dégâts matériels, ce père de famille est toujours sous le choc. Cet agent de la CMIS a perdu 5 membres de sa famille, dont son épouse en état de famille. Si tu as vu que Dieu a fait ça là, c'est lui qui connaît. Donc je le remercie d'abord de m'avoir donné la santé, de m'avoir donné la longue vie. J'ai pu quand même gérer à ma manière. C'est-à-dire, en tant que croyant, vous savez, quand le Dieu propose quelque chose, nul ne peut contredire ça là. Sinon, aurait été moi, si c'était moi, aucun de nous ne peut souhaiter ça. C'est Dieu qui a voulu, donc je ne peux rien dire. Dès après l'accident, les blessés admis à l'hôpital national d'Onka ont été pris en charge par le propriétaire du camion. En ce qui concerne les blessés, ils sont occupés des blessés du début jusqu'à la fin, jusqu'à nous sommes. Ils ont donné encore une garantie, au moins jusqu'à 1 an. Quand ceux-ci-là vont tomber malades, ils vont assurer leur santé. Le choc a été violent. Ces bâtiments endommagés, ces poteaux électriques déterrés, des véhicules écrasés. Certaines victimes ont été dédommagées. Les véhicules-là ont été remboursés. Moi-même qui a effectué la restitution au propriétaire, il y a des documents qui font foi. Le propriétaire du minibus confirme avoir reçu 15 millions de francs guinéens. Abdul Karim Konté dit avoir recensé les biens qu'il a perdus dans la maison. J'ai tout perdu, mais déjà, il y a une négociation qui est en cours. Ceux-ci-là doivent venir me retourner tout ce qui est perdu dans ma maison. C'est ça qu'ils ont dit. L'autre victime qui en a gros sur le cœur, c'est le propriétaire de la maison. Il dénonce le mépris des autorités et les auteurs de l'accident. Il affirme que sa maison a été reconstruite en partie grâce aux avances payées par des locataires.
banquier à un certain niveau, il a banquier abandonné. Ils ont commencé la reconstruction, mais ils ont abandonné à mi-chemin. Nous avons pris des locataires qui ont payé chacun une année d'avance. Cet argent nous a permis d'achever les travaux. Les biens perdus, rien n'a été remboursé. Il faut avoir le courage de dire la vérité. La principale victime a renoncé à poursuivre l'auteur de l'accident. Mais le procureur n'a pas souhaité lâcher le dossier. Et puis le doyen El Hadj Sekouyaya Bari, président de la coordination Alpola, a rendu son dernier soupir ce lundi dans une clinique de la capitale. Il est âgé de 93 ans et incarnait une personnalité publique respectée et écoutée. Pour l'heure, aucune annonce n'a été faite pour ses funérailles. Sans transition, c'était la rentrée littéraire pour les auteurs et éditeurs de Guinée. L'événement s'inscrit désormais dans l'agenda culturel et littéraire du pays. L'intérêt pour les auteurs est de faire connaître et vendre leurs œuvres. La maison des écrivains de Taouya a abrité cette première édition de reportage signé Mohamed Damoro Kamara et Bromansori Kamara. Viens ce soir t'asseoir devant le miroir de l'histoire. Je viens demander, oui, on nous appelle Fakoli. Du slam et des contes pour une cérémonie un peu plus particulière. La rentrée littéraire des écrivains guinéens est désormais institutionnalisée. C'est une première en Guinée. Pourquoi maintenant une rentrée littéraire en République de Guinée, tandis que depuis belle lurette d'autres pays ont les leurs? Je donne deux réponses. La première est dans ce dicton, chaque chose a son temps, et aussi dans les saintes écritures bibliques, il y a un temps pour tout. Donc le temps de la rentrée littéraire est venu, tant mieux. La seconde réponse, la moins spirituelle, est que notre pays a atteint un tel bouillonnement littéraire que l'on peut se permettre le luxe de placer sur OPEC le concept rentrée littéraire. C'est une autre grande messe pour les auteurs guinéens. Traditionnellement, elle sera l'occasion de nombreuses activités littéraires. Pour cette première édition, dédicaces et présentations d'ouvrages étaient au rendez-vous. Une vingtaine de livres ont été présentés. Les écrivains guinéens se montrent un peu plus prolifiques au gré d'un foisonnement culturel, sans doute engendré par Conakry, capitale mondiale du livre. Le rythme de la production de livres est considérable. Dans le cadre de Conakry, capitale mondiale du livre, c'était en moyenne une production de 13 livres par mois. Tant mieux. Écrire, un exercice fastidieux et face donc à la prolixité ces derniers temps des auteurs guinéens, un accompagnement est nécessaire, préconise le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Si on ne soutient pas l'œuvre littéraire dans notre pays, la culture risque de mourir. En tout cas, du côté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous sommes disposés à vous accompagner autant que possible, selon nos moyens, pour que justement le livre puisse, en tout cas l'écrivain puisse vivre de son œuvre en République de Guinée. Le livre en Guinée prend du sens et de l'envergure. Le pays compte à ce jour 8 éditeurs et une moyenne de 10 livres paraîtraient chaque mois. C'est donc sur cette note littéraire que prend fin cette édition d'information que j'ai eu un réel plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Les infos, c'est demain également dans le 22h. Je vous retrouve donc avec un autre point sur l'actualité. D'ici là, passez une excellente suite de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.